Bonjour à tous, donc nous allons maintenant commencer la deuxième séance de cet après-midi qui s'intitule Relecture et usage du passé dans un contexte de crise. Et cette fois, nous allons travailler sur les crises sociales et politiques. Donc nous allons écouter les trois intervenants de cet après-midi, puis il y aura 30 minutes pour le débat. Et je rappelle que les personnes qui sont en ligne pourront également intervenir et poser des questions au moment du débat. Nous débutons cet après-midi avec l'intervention de Nicolas Batteux, qui est doctorant en civilisation allemande à Sorbonne Université et à l'Université de Bonn, et qui va donc soutenir sa thèse en décembre. Elle porte sur les années 1968 au Parlement, les députés du SPD ouest-allemand et de la FGDS française face à la crise, 1967-1972. Et parmi ces dernières publications, nous pouvons souligner cet article publié en 2022 dans la revue Genre et Histoire, qui s'intitule « Les femmes parlementaires social-démocrates au Bundestag durant les années 1968, entre marginalité et affirmation progressive », ainsi que la co-direction de ce numéro thématique avec Maxime Launay et Amalda Silva da Cruz, qui s'intitule donc « Engagement et mobilisation internationale, fin 19e, 20e siècle », publié en 2021 au cahier CIRIS. Donc cette première intervention s'intitule « Élaborer une législation d'urgence après Weimar et Hitler, les dilemmes des parlementaires au Bundestag 1967-1968 et leur prolongement dans le temps présent ». Nous vous écoutons. Merci. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je remercie les organisatrices et les organisateurs de me permettre de présenter cette communication dans le cadre de ce colloque. Ce que je pourrais dire pour commencer, c'est que l'Allemagne fédérale des années 60 est une société que l'on ne peut qualifier de pleinement souveraine. Pourquoi cette société n'est alors pas encore souveraine? Eh bien, parce qu'on dit la société ouest-allemande souffre encore des stigmates de l'après-guerre. Donc, le pays est toujours sous la tutelle des alliés occidentaux. Et en 1955, avec l'adhésion de l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN, on observe une remilitarisation du pays dans un cadre multilatéral et aussi avec la création de la Bundeswehr, donc d'une armée civile aussi, on observe une première étape dans la récupération ouest-allemande d'une souveraineté. Néanmoins, cette souveraineté reste alors imparfaite et des droits réservés, comme ils sont appelés, sont maintenus pour les Alliés. Les Alliés ont toujours des prérogatives en Allemagne de l'Ouest, et les Alliés ont indiqué au gouvernement ouest-allemand que la seule possibilité pour faire cesser ces droits alliés et pour permettre à l'Allemagne de recouvrer sa souveraineté pleine et entière était d'adopter une législation d'urgence. Alors, une législation d'urgence, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie donc une législation qui permettrait d'anticiper les cas de crise, donc en cas de guerre, anticiper les cas de crise politique, et également les cas où le pays vivrait une catastrophe naturelle. Alors cet enjeu est évidemment séduisant pour la scène politique de l'époque, et cette législation d'urgence va concentrer de nombreux débats dans la République fédérale d'Allemagne à partir de la fin des années 1950. On observe une première tentative législative sur ce sujet en 1960 avec la proposition de loi du ministre de l'Intérieur chrétien-démocrate Gerhard Schröder. Alors, attention, donc ce n'est pas l'ex-chancelier SPD que l'on connaît aujourd'hui et dont on parle en lien avec Gazprom. Donc Gerhard Schröder avait proposé une législation d'urgence à l'époque. Il avait souhaité faire de l'état d'urgence le moment de l'exécutif. Alors là, on peut s'imaginer qu'il y avait là un signal d'alarme extrêmement important face à une société ouest-allemande qui était éminemment tendue face à un tel vocabulaire. Parler de l'état d'urgence comme du moment de l'exécutif était impossible, inconcevable pour les sociodémocrates du SPD. Pourquoi était-ce inconcevable? Parce que le SPD voyait dans ce texte, dans cette idée d'un moment de l'exécutif dans l'état d'urgence, une résurgence de la République de Weimar, dans laquelle le président de la République disposait de prérogatives élargies et avait finalement les pleins pouvoirs en cas d'état d'urgence. Finalement, donner à l'exécutif une telle marge de manœuvre dans l'état d'urgence revenait à préparer
un nouveau Weimar et avec la suite funeste que l'on connaît en 1933. Et donc, dans les différentes discussions qui se sont imposées dans les années qui suivirent, le SPD a toujours été l'opposant au texte. Donc, ça a été le cas en 1960 avec le texte de Gerhard Schröder. Ce fut également le cas en 1963 avec le texte de Hermann Höcherl, le successeur de Schröder, puis en 1965 avec le texte de Ernst Bender. Néanmoins, à la fin de l'année 1966, les constellations politiques changent dans le pays. En effet, donc le SPD avait toujours été opposant politique à l'échelle fédérale depuis 1949. Néanmoins, à la fin de l'année 1966, le SPD devient partenaire d'une grande coalition qui va gérer le pays. Donc les deux grands ennemis politiques, les chrétiens démocrates et les sociodémocrates, vont s'allier et travailler ensemble et former un gouvernement ensemble. Concrètement, cela signifie que 90% des députés forment désormais la majorité parlementaire. Et dans cette configuration, l'adoption d'une législation d'urgence devient possible. L'adoption d'une législation d'urgence, donc une modification de la Constitution allemande, nécessitait une majorité des 2/3, avec 90% des députés acquis à la cause du gouvernement. On est donc dans une situation favorable pour ce dernier, pour l'adoption d'un texte, pour régler finalement, et enfin, cette question de la législation d'urgence. Cela va dès lors placer le SPD dans une situation délicate dans les débats qui vont avoir lieu en 1967-68. Il ne faut pas alors donner l'impression que le soutien apporté au texte n'est pas finalement l'expression d'un simple opportunisme politique qui consisterait à sacrifier ses convictions au profit de quelques portefeuilles ministériels. Et donc, face à une démocratie ouest-allemande dans laquelle la majorité se constitue de 90% des députés et l'opposition est réduite à 10%, donc avec les libéraux-démocrates du FDP, une opposition va se développer en dehors du Parlement, donc une opposition extra-parlementaire. Et celle-ci va se comprendre comme un correctif à cette démocratie parlementaire devenue imparfaite et qui ne répond plus aux défis posés dans le temps des années 60. Donc il s'agit là d'un débat historique qui a eu lieu dans les années 1967-68 et que je vais vous proposer d'analyser brièvement dans le cadre de cette communication. Mais les débats sur la législation parlementaire, sur le terme aussi, le terme allemand de Notstand, donc état d'urgence littéralement, va revenir dans le cadre des débats autour de la pandémie de Covid-19. Et c'est aussi cette dimension du débat sur la pandémie de Covid-19 que je me propose d'examiner ici. La question de l'état d'urgence s'est également posée dans ce cadre et je vais essayer ici donc d'interroger la prégnance des références historiques utilisées dans ces différents débats. Dans le débat autour de la législation d'urgence en 1967-68, ce sont les références à la République de Weimar et au national-socialisme qui se sont imposées. Je souhaite ici proposer d'ajouter une strate, finalement, à cette superposition historique, donc avec une base constituée par la République de Weimar et le national-socialisme, sur laquelle s'ajoute la question du débat sur la législation d'urgence en 67-68, et sur laquelle va s'ajouter les débats actuels sur la pandémie de Covid-19, pour poser les questions suivantes. La référence à Weimar et au national-socialisme a-t-elle joué aussi un rôle aussi important dans les débats autour de la pandémie de Covid-19 ? Qu'en est-il des débats de 1967-68 ? Ont-ils à leur tour joué un rôle dans les arguments mobilisés dans le temps présent ? Quel est l'usage qui a été fait de ces références historiques, donc à Weimar, au national-socialisme et ou au débat sur la législation d'urgence de 68 ? Et quelle est leur signification profonde ? Donc, je procéderai en deux temps, en présentant tout d'abord brièvement les enjeux des débats de 67-68, pour ensuite aborder plus en détail la question des débats actuels sur la pandémie de Covid-19. Dans le cadre de ces débats, donc en 1967-68, la référence à la République de Weimar est véritablement l'enjeu crucial pour les parlementaires. Alors cela s'explique pour une raison très simple, dans la mesure
où la République de Weimar et l'expérience nationale-socialiste représentent l'horizon finalement presque immédiat, le vécu le plus immédiat des parlementaires qui siègent alors au Bundestag. Et donc, cette expérience de Weimar et du national-socialisme va déterminer vraiment la manière dont les députés vont analyser les débats sur la législation d'urgence. Et dans ce débat, c'est particulièrement le SPD qui va s'interroger. Alors, les questionnements sur le rapport à Weimar, sur la pertinence d'une législation d'urgence, sont transpartisans. On retrouve ces questionnements dans tous les partis présents au Bundestag. Néanmoins, le SPD, donc dans son rôle classique d'opposant au texte, va développer ce point de manière plus explicite. Et je dirais globalement que la référence à Weimar est plus importante chez ces députés que celle au national-socialisme, dans la mesure où il y a chez ces députés, donc qui ont en moyenne entre 50 et 60 ans, en 67-68, ont vécu la République de Weimar aussi comme vraiment comme la fin d'une époque, comme la fin d'une ère, et ils s'identifient aussi à cette République de Weimar. République de Weimar qui avait été la première tentative de forger une démocratie sur le sol allemand et qui avait échoué en 1933. Donc on a cette identification à Weimar qui est très prégnante et qui va marquer ces députés. Néanmoins, on remarque chez Rudolf Kafka, donc membre du groupe parlementaire social-démocrate, une réflexion sur la place peut-être trop grande prise par Weimar dans les débats en 1967-68. Donc Kafka se demande si on ne devrait pas peut-être à un moment sortir de ce cadre de la République de Weimar et dépasser ces enjeux du passé, de ce passé que l'on ne parvient à dépasser. Et il va faire référence à ce moment-là à l'article 48 de la Constitution de la République de Weimar. Cet article est vraiment décisif pour comprendre cette attitude des parlementaires sociodémocrates dans le débat. Que disait cet article 48 de la Constitution de Weimar? C'est en particulier le paragraphe 2 qui compte. Donc, j'ai mis en gras sur la présentation donc, le texte important. Donc là, cet article 48, paragraphe 2, donne au président de la République, donc en cas de guerre, en cas de conflit, la possibilité finalement d'user de tous les pouvoirs, sans aucun garde-fou. Et donc cet article 48 a été vu, après coup, comme l'article qui avait peut-être finalement permis d'amener jusqu'au nazisme aussi, qui avait amené une forme d'excès de la part du pouvoir exécutif. Et donc cet article 48 revient de manière extrêmement récurrente dans les débats, comme on le voit dans cette prise de parole de Gustav Heinemann. Donc, Gustav Heinemann était alors ministre social-démocrate de la Justice, également député. Et en 1969, il est devenu président de la République fédérale. Donc Gustav Heinemann renvoie lui aussi à cet article 48 et à l'expérience qui a été faite de la République de Weimar, de la privation de liberté et de la neutralisation du parlementarisme. Et ce qu'on voit chez Gustav Heinemann, c'est véritablement un phénomène générationnel. Et je dirais à cet égard que la référence à Weimar, dans ce cadre, renvoie aussi à une expérience collective, est un phénomène générationnel qui donc doit permettre, dans le temps présent, dans le temps de 1967-68, d'éviter les excès du passé. Donc, il y a une dimension générationnelle et aussi une dimension émotionnelle dans cette référence. Alors, je disais aussi que les députés sociodémocrates ont surtout mis en avant la référence à Weimar et laissé un petit peu plus de côté celle au national-socialisme. La référence au national-socialisme, elle est davantage présente en 68 chez les étudiants qui vont manifester. Les étudiants qui vont manifester ne vont pas renvoyer à la République de Weimar, aux échecs de cette première démocratie sur le sol allemand. Ils vont renvoyer au national-socialisme, finalement dans une perspective qui vise avant tout à détruire l'idée d'une législation d'urgence. Donc, comme vous le voyez sur cette photo d'une manifestation qui a eu lieu en 1968, donc,
Les lois d'urgence ont mené au fascisme en 1933, plus jamais ça. Et donc, la référence au nazisme, ici, elle a d'abord et avant tout un aspect destructeur. Elle vise simplement à s'opposer à cette législation d'urgence. Là où il me semble que la référence à Weimar présente un aspect plus fécond pour les parlementaires, dans la mesure où elle les oblige aussi à s'interroger sur une solution plus favorable au Parlement dans l'état d'urgence. La République de Weimar n'avait pas réussi à parlementariser l'état d'urgence. Que pouvons-nous faire en 1967-68 pour arriver à cette parlementarisation de l'état d'urgence? Et c'est ce que les députés vont réussir à faire avec le texte adopté le 30 mai 1968. Et j'en viens maintenant, donc je fais un saut dans le temps pour arriver aux débats actuels, donc 2020-2021, en lien avec ces références et la crise de Covid-19. Alors cette question de l'état d'urgence, elle a été utilisée au moins de manière rhétorique dans les débats parlementaires donc autour du Covid-19. Donc, techniquement, l'état d'urgence recouvrait 3 situations. Donc, le texte adopté en 68 recouvrait 3 situations. Recouvrait donc le cas d'une guerre contre une puissance étrangère, un cas d'urgence intérieure dans le pays, une insurrection par exemple, et le cas d'une catastrophe naturelle. Donc, théoriquement, comme Matthias Lemke l'a montré récemment dans son ouvrage consacré à l'histoire des législations d'urgence jusqu'à la pandémie de Covid-19, techniquement, la pandémie de Covid-19 pouvait entrer dans le cadre de ces législations d'urgence par le biais du motif de la catastrophe naturelle. Vous pouvez considérer que le Covid-19 était une catastrophe naturelle. Donc, la méthodologie que j'ai adoptée ici était la suivante. Je me suis intéressé au débat parlementaire au Bundestag entre mars 2020 et juin 2021. Donc, juin 2021, c'est-à-dire quelques mois à peine avant la fin de la législature en Allemagne, donc avant l'élection d'Olaf Scholz comme chancelier. Et je pose les questions suivantes. Qui va utiliser le terme de Notstand, donc ce terme d'état d'urgence si important dans le cadre de ces débats? Ensuite, je pose comme deuxième question, quelle est la forme de la référence historique? Est-ce que la référence historique, elle revient à utiliser ce terme de Notstand? Est-ce qu'elle revient à évoquer des situations précises, des anecdotes précises? Ensuite, à quoi fait-on référence? Fait-on référence à Weimar? Fait-on référence au national-socialisme? Ou fait-on référence au débat des années 60 dont j'ai parlé juste avant? Et enfin, à quel moment parle-t-on, à quel moment utilise-t-on ces références que je viens d'évoquer? Alors Matthias Lemke identifie 3 moments dans la crise, donc la phase initiale, la phase aiguë et la phase de consolidation. Alors la première question apporte une réponse très rapide. Qui a parlé de ce terme de Notstand, de ce terme d'état d'urgence? C'est massivement l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, qui va se saisir de cette référence. Donc, parti d'extrême droite qui est entré au Bundestag en 2017. Alors, la thèse que je défends ici, c'est que l'usage du terme de Notstand est déjà en soi une référence historique, puisqu'il renvoie à une certaine carte mentale, à une certaine conception aussi historique, et renvoie directement à l'univers des débats des années 60. Alors c'est un terme qui va être utilisé de manière inégale au cours de la crise sanitaire aussi, mais qui va donc réactiver cet univers mental du début des années 60. Et il est intéressant de voir quelle est la perception de ce terme par les députés. J'ai ici une citation d'un député de l'AfD qui parle en novembre 2019 de cet usage du terme de Notstand. Et il nous dit, donc, plusieurs villes dans le pays ont déclaré l'état d'urgence climatique ces dernières semaines. La semaine dernière, l'état d'urgence nazi a été déclaré à Dresde. On pourrait penser qu'un usage plus sensé du terme état d'urgence serait maintenant approprié. Les lois d'urgence ont amené directement à la dictature nazie après Weimar. L'événement le plus tristement célèbre fut incarné par la loi des pleins pouvoirs de mars 1933. Par la suite, la participation du Parlement devint obsolète dans l'élaboration des lois.
l'état d'urgence divise la société. Alors on voit qu'à ce moment-là, le terme de Notstand, il est vraiment rejeté par ce député de l'AfD. Pourquoi aussi il est rejeté ce terme? Parce qu'aussi, dans les exemples développés par ce député Heppner, le terme de Notstand est associé à la question climatique notamment. On parle de Klimanotstand notamment, et ce serait une litote que de dire que le climat n'est pas la priorité de l'AfD en Allemagne. Donc on rejette véritablement ce terme de Notstand, ce terme historique, ce terme trop connoté finalement n'a pas sa place dans les débats actuels, parce qu'il nous renvoie dans des univers mentaux qui ne sont plus adaptés à la situation en 2019. Donc là on se situe vraiment quelques mois avant le début de la pandémie de Covid-19. Si on s'intéresse maintenant donc, au déclenchement de la pandémie, à ce qui s'est passé quelques mois plus tard, on voit que Beatrix von Storch, donc collègue de Heppner, de l'AfD, parlait en mai 2020 d'un régime de l'état d'urgence. Alors pour le coup, on peut voir que cet usage modéré du terme de Notstand a été oublié, ici, dans le cas de la pandémie de Covid-19. Donc là, véritablement, elle montre aussi que ce terme va retrouver de son importance aussi dans ce débat, et donc va être utilisé à plusieurs reprises par les députés. Donc, sur le plan de l'évolution du terme, donc je dirais qu'en mai 2020, on a une inflation dans l'utilisation de ce terme. Alors, l'hypothèse que j'émettrai à ce sujet-là, c'est qu'on arrive en mai 2021 aussi à un moment de recul au niveau de la pandémie, et où les mesures qui avaient été adoptées donc en mars-avril 2020 avaient suscité l'unanimité. Et à partir de mai 2020, on a peut-être une fenêtre d'opportunité pour une opposition qui voudrait se montrer critique vis-à-vis des mesures prises par le gouvernement. Donc cette évocation du terme de Notstand revient, et la référence historique plus explicite va arriver en novembre 2020 par la parole de Norbert Kleinwächter, qui lui va parler à nouveau de l'article 48 de la Constitution de Weimar. Alors c'est intéressant de voir ce qu'il va dire. Donc, vous voyez la citation au tableau. Donc, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est un discours qui aurait pu être adopté en 1967-68. C'est-à-dire que l'article 48 de la Constitution de Weimar mène au chaos, que le Parlement n'a plus sa place dans le dispositif démocratique. Certes, néanmoins, entre-temps, il y a eu une législation qui a été adoptée en 1968 et qui, elle, pour sa part, garantit le rôle du Parlement dans l'état d'urgence. Donc on a une forme d'historicisation qui est proposée par Kleinwächter, mais je dirais que c'est une historisation contre-historique finalement, puisqu'elle laisse totalement de côté ce qui a été adopté et les mesures qui ont permis de favoriser donc le rôle joué par le Parlement. Et donc, vu que je dois aller très vite, je vais dire. Donc, on voit ici, à ce moment-là, que l'univers des années 60 est totalement ignoré par ces députés de l'AfD. Et on a, donc, quelques mois plus tard, en avril 2021, une référence aux années 60 qui est assez surprenante, dans la mesure où Carsten Hilse va citer Willy Brandt, ancien chancelier du SPD. Donc Willy Brandt avait dit en 67-68 « Quiconque essaierait d'instaurer un état d'urgence pour réduire les libertés va nous trouver, mes amis et moi, sur les barricades pour défendre la démocratie. » Et je le dis sérieusement. Alors ça peut sembler paradoxal tout de même de voir un député de l'AfD citer Willy Brandt, dont on ne peut pas douter des sympathies vis-à-vis de l'AfD en 2021. Ça paraît très incompatible. Et donc on voit donc que cette référence à Willy Brandt est bien présente, mais elle est absolument décontextualisée une nouvelle fois. Puisque ces paroles qui ont été prononcées par Willy Brandt, elles ont été dans le contexte des débats sur la législation d'urgence, mais elles visaient à rassurer les sociodémocrates qui auraient pu être réticents vis-à-vis du texte qui était discuté à ce moment-là.
certes, on est en train de proposer un texte sur l'état d'urgence, mais il ne va pas limiter les libertés, la démocratie parlementaire. Si c'était le cas, nous montrions sur les barricades. Donc on voit que cet usage fait par Carsten Hilse est totalement contradictoire, contre-historique. Et d'ailleurs, ce député a dit en séance plénière que penserait Willy Brandt du SPD d'aujourd'hui? Et un député du SPD lui a répondu « Willy Brandt se retournerait dans sa tombe s'il se voyait cité par l'AfD aujourd'hui », ce qui manque pas de sel. Et donc, Carsten Hilse va reprendre aussi cette citation sur son propre site internet en disant que Willy Brandt n'aurait que du mépris pour le SPD de 2021. Et je termine là-dessus. Donc, cette citation aussi, elle fait l'objet d'une campagne aussi beaucoup plus intensive qui a été menée notamment sur les réseaux sociaux, puisque là, vous avez une capture d'écran de la page internet du député de l'AfD, Mark Bernhardt, qui avait donc réutilisé une nouvelle fois cette citation et qui la mettait en contraste avec une citation de Karl Lauterbach, le ministre, lui aussi social-démocrate de la Santé, qui expliquait à ce moment-là que finalement, l'état d'urgence était peut-être devenu la nouvelle normalité, qu'il fallait s'habituer à cette nouvelle normalité. Donc là encore, c'était une manière pour l'AfD de décrédibiliser le SPD. Et donc, à l'issue de cette étude, il me semble aussi qu'on voit dans ces références mobilisées par l'AfD une espèce de volonté, presque inconsciente, je ne sais pas, d'incarner le rôle du SPD des années 60 en laissant de côté totalement l'épisode des débats sur la législation d'urgence, en cherchant aussi à créer une continuité démocratique et en s'accaparant ici la figure de Willy Brandt, figure qui est devenue aussi aujourd'hui consensuelle aussi dans la société allemande. Et l'usage de cette figure de Willy Brandt sert aussi à montrer que ce n'est pas l'AfD qui a bougé sur le plan des valeurs politiques, puisque l'AfD se place dans la droite lignée du Willy Brandt dans les années 60. Ce seraient plutôt les autres partis qui bougeraient dans une direction dictatoriale. Et donc là, on voit que cette référence à Weimar, qui a été en quelque sorte pédagogique dans les années 60, qui cherchait à construire une nouvelle législation d'urgence, elle est devenue destructrice finalement. Elle ne sert qu'à détruire un argumentaire en 2020-2021. Donc ce n'est plus seulement la référence au national-socialisme qui devient destructrice dans ces arguments, mais c'est aussi le cas de la référence à Weimar. Et donc cette subversion aussi cette subversion de l'AfD au Parlement, on peut se demander aussi si elle ne se fait pas aussi jusque dans ses références démocratiques et historiques par le biais de cette forme d'ignorance volontaire des débats démocratiques des années 60 et aussi par l'utilisation de ce terme de Notstand dans les débats. Donc on voit que ce sont quelques députés de l'AfD qui vont utiliser ce terme de Notstand, qui ne s'impose pas dans le débat à la base, et l'AfD va imposer un débat qui ne va pas forcément de soi. Et donc on voit que la référence historique ici sert à frapper l'esprit avec le but de détruire, non de faire une proposition, mais de détruire ce que les autres suggèrent. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas pour cette présentation très dense qui nous a permis de comprendre cette polémique autour de l'état d'urgence, ses résonances actuelles. Et puis lors du débat, nous aurons le temps de revenir sur vos conclusions qu'on voudrait sûrement approfondir. Merci. Donc nous allons clore cette séance avec l'intervention de Patrick Teichmann, qui est doctorant en lettres romanes à l'Université de Mayence et dont la thèse porte sur la représentation littéraire de la Révolution française dans le roman historique des années 1870. Il travaille notamment sur la mise en scène des processus du nation building et l'interaction du roman historique avec le présent. Sa dernière publication étudie la crise de mémoire dans Le Chevalier des Touches de Jules Barbet d'Aurevilly. Donc pour cette dernière communication, nous allons travailler sur l'Espagne, également en période de crise, donc avec ce titre évocateur qui va nous permettre d'appréhender Deuxième République, guerre civile, dictature. Donc le titre de l'intervention qui est présenté est « ¿Por qué vamos a preocuparnos de lo pasado? Le pessimisme historique dans El día de hoy de Jesús Torbado ». Alors, merci bien de la présentation et de l'organisation de ce colloque en général.
Bon, je vais entrer au vif du sujet. Alors, la victoire des troupes républicaines contre les franquistes en 1939, l'exil de Francisco Franco au Portugal, un gouvernement républicain sous Julián Besteiro. Tel est le scénario historique alternatif que conçoit Jesús Trombado dans son roman En el día de hoy, publié en 1976. Il s'agit donc d'une véritable uchronie, terme conçu en 1857 par Charles Renouvier pour désigner non pas une histoire imaginaire créée arbitrairement, mais un passé hypothétique aussi plausible que possible. Alors, j'ai traduit toutes les citations non françaises en français, mais vous trouverez toujours une traduction anglaise, mais aussi le texte original sur les diapositives. Alors, même si cette espèce de récit, alors l'Uchronie est fondée sur la question hypothétique du genre « que se serait-il passé si ?» déplaçant ainsi la focalisation sur un passé non advenu et donc irréel, il est à noter que l'Uchronie, selon Gabriel Rosenfeld, explore le passé moins pour elle-même que pour l'utiliser de manière instrumentale afin de commenter l'état du monde contemporain. Voilà. Alors, vu ce degré de l'interaction de l'Uchronie avec l'environnement sociopolitique contemporain, force est de constater que En el día de hoy, publié justement en 1976, semble fournir un commentaire critique du changement de paradigme politique qui se produit en Espagne à partir de 1975. Effectivement, le système politique de l'Espagne actuelle est construit sur un véritable traumatisme. Le passage de la dictature franquiste vers la démocratie ne s'effectue un point sous la forme d'une rupture nette, mais d'un changement politique graduel qui fut nommé à juste titre la transition. Cette transition, s'accompagnant de l'amnistie pour un grand nombre de phalangistes, déboucha sur une crise de la mémoire collective, dans la mesure où la jeune démocratie instable paraissait au début rester sous l'emprise des ombres du passé dictatorial. Une uchronie publiée dans cet environnement politique et mettant en scène la victoire de la République contre le fascisme pourrait au premier regard se lire comme la glorification du système démocratique, comme une vision alternative du passé empreinte d'une perspective optimiste envers l'avenir de la nation. Néanmoins, le fait que la Deuxième République mise en scène dans l'Uchronie en question finit par s'écrouler sous le poids de ses instabilités inhérentes témoigne de l'attitude fataliste de Jesús Trombado. Ainsi, j'émettrai l'hypothèse qu'à force de réécrire l'histoire, En el día de hoy fournit un commentaire critique de la transition imprégné d'un profond pessimisme historique qui signale l'impossibilité de concevoir un système démocratique stable en raison de l'omniprésence latente de l'idéologie franquiste. Mon analyse se déroulera en 3 étapes. Je débuterai sur 2 aspects du roman qui reflètent plus ou moins nettement la situation politique de l'Espagne et de la transition, l'alliance entre la monarchie et les franquistes, ainsi que la clémence envers les phalangistes. Par ailleurs, je me pencherai en 3e lieu sur les conséquences de cette crise sur la classe ouvrière qui, dans l'imaginaire de Trombado, n'aurait pas profité d'un tel scénario historique alternatif à cause de l'instabilité du gouvernement républicain. En effet, malgré la victoire contre les franquistes, l'Espagne est mise en scène dans cette uchronie est clivée entre plusieurs factions, les fascistes, les communistes, les anarchistes, les sociodémocrates, etc., de sorte que Inalefio Prieto, le président, remet en cause de manière métaphorique l'essence du peuple espagnol. Quelle est, avons-nous été, nous les Espagnols, pour ne jamais nous mettre d'accord? L'histoire contrefactuelle d'une jeune république victorieuse contre les franquistes reflète donc l'hétérogénéité idéologique de l'Espagne de la transition qui hérite du même désaccord collectif et donc de la même difficulté à établir un régime démocratique stable. Dans son analyse sommaire du roman, Christophe Rodic arrive également à la conclusion que l'Uchronie en question contient l'éthique d'une écriture contrefactuelle strictement liée au contexte contemporain. Concrètement, Trombado semble cerner dans le retraitement politique de la transition 2 risques centraux. Tout d'abord, les liens entre Franco et le roi. Effectivement, dans En el día de hoy, une analepse révèle que le roi Alfonso XIII soutenait Franco lors de l'insurrection fasciste, puisque celui-ci était son dernier atout afin de restaurer la monarchie abolie en 1931.
Le soutien réciproque entre le monarque et le chef fasciste évoque l'image d'une alliance despotique et anti-républicaine. Ainsi, Franco affirme, et nous sommes toujours dans le roman, évidemment, au fond, l'Espagne n'a jamais été un pays républicain et je doute qu'elle le devienne un jour. Elle a toujours eu besoin de gouvernements forts et le peuple a toujours été du côté de ses rois. Cette collaboration entre la monarchie et le fascisme réitère à son tour une angoisse centrale que nourrissaient les partisans de la démocratie établie lors de la Transición. Après tout, afin d'apaiser Don Juan de Borbón, qui insistait sur le rétablissement de la monarchie, Franco lui promit de faire éduquer son fils, Juan Carlos, qui devrait effectuer la restauration lors de la mort du caudillo. Par conséquent, l'année 1975 vit la réhabilitation de la monarchie sous un monarque éduqué selon les principes du fascisme et officiellement institué comme héritier politique de Franco par une loi de 1969, ce qui inspira en Espagne la crainte d'un retour des structures dictatoriales. Ce n'est qu'au fil des premières années de son règne que, évidemment, Juan Carlos fit preuve de sa volonté de rétablir la démocratie, qui se consolida par les premières élections libres en 1977 et la mise en œuvre de la nouvelle constitution en 1978, qui transforma l'Espagne en une monarchie parlementaire. Or, en 1976, ces développements n'étant pas encore à prévoir, la peur d'un renouveau franquiste se propageait, une angoisse qui marque donc le roman En el día de hoy de son empreinte. En réécrivant l'histoire, Torbado fournit ainsi un avertissement des menaces qu'une alliance entre la monarchie et des velléités fascistes latentes pourrait signifier pour la jeune démocratie de la Transición. À force de dresser un scénario historique alternatif, il tire des leçons d'un passé non advenu, mais qui reflète une crainte fondamentale de la réalité politique à partir de 1975. Au niveau des événements politiques contemporains, Torbado identifie un deuxième phénomène qui risque de déstabiliser la jeune démocratie au profit des franquistes résiduels. Je cite, « Le plus grand danger pour la République a été dû à sa mollesse excessive. Le pardon, le pardon, le pardon. Qu'avons-nous obtenu par le pardon? Que les pardonnés eux-mêmes se retournent contre nous à la première occasion. » Il s'ensuit parmi les membres du gouvernement un débat animé au sujet de la punition adéquate pour le phalangiste réel Dionisio Redroejo. En dépit des réservations de Prieto, qui veut faire preuve de la clémence, les autres politiciens préconisent la peine de mort en s'appuyant sur le raisonnement suivant. Au final, tous étaient convaincus que la peine devait être exécutée, que la clémence dans ces circonstances avait une limite. N'aurait-il pas reçu le même traitement si la situation avait été inversée? Cette situation inversée, qui est ensuite explicitement définie comme une victoire de Franco, constitue donc une spéculation au sein de la spéculation, une mise en abîme. L'histoire réelle, qui est irréalisée par la logique de l'histoire contrefactuelle, est ici traitée en tant qu'uchronie intérieure pour des objectifs doublement hypothétiques. Ainsi, le gouvernement républicain fictif évoque un passé national non advenu, celui qui, à nos yeux, est effectivement l'histoire réelle, mais il n'en tire pas les conclusions qui s'imposent. En résulte l'afflux massif de ces phalangistes espagnols qui se sont évadés après la victoire des troupes républicaines, mise en scène dans le roman. En mettant en scène une discussion au sujet de la clémence, Torbado atteste à nouveau de son lien étroit avec le présent, dans la mesure où il s'attaque de manière uchronique à un sujet qui n'aurait pas pu être plus actuel à l'époque de la rédaction du roman. Le débat autour de l'amnistie pour les délinquants du régime franquiste domina les premières années de la Transición, où le passage sans rupture vers la démocratie s'accompagna du Pacto del Olvido, le pacte de l'oubli, institutionnalisé en 1977 par la loi d'amnistie en Espagne. Paradoxalement, d'un côté, En el día de hoy ne fait que contribuer à cette amnistie collective des crimes du franquisme en esquivant par son scénario contrefactuel les atrocités de ce régime. De l'autre côté, l'avertissement codé d'une clémence excessive envers les phalangistes constitue la tentative d'une, je me permets la notion en allemand, d'une Vergangenheitsbewältigung, c'est-à-dire la tentative d'assumer le passé collectif
ainsi qu'un commentaire insistant sur les dysfonctionnements de la démocratie espagnole contemporaine. Aussi, dans sa vision uchronique du passé national espagnol, Jesús Trombado articule-t-il la peur d'un retour potentiel du franquisme en Espagne, une menace qui est imputable au gouvernement qui ne fait pas suffisamment d'efforts pour repousser le franquisme et pour empêcher les vieilles blessures de l'histoire nationale de se rouvrir. Il est important à cet égard de se pencher sur la préambule du roman, formulée par le président de la République victorieuse, Manuel Azaña. Et je cite la préambule. Aujourd'hui, ayant captivé et désarmé l'armée insurrectionnelle, les troupes républicaines ont atteint leurs derniers objectifs militaires. La guerre est terminée. Cette préambule ne constitue pas qu'une simple et évidente contrefacture du rapport réel du 1er avril 1939, dans lequel Franco annonça la fin de la guerre civile, comme vous voyez là en comparaison. Dans son analyse du roman, Francisco López Arias lit ce glissement comme un marqueur de l'équivalence des deux factions et de l'inutilité de ce scénario contrefactuel, du moins du point de vue des classes populaires et moyennes. Si la République utilise exactement la même formulation que les nationalistes pour son dernier rapport de guerre, il est logique de supposer que peu de choses ont changé depuis les premiers mois du franquisme. Dans cette observation pertinente, López Arias souligne que cette sensation d'un passé qui ne fait que continuer sans rupture concerne notamment les classes ouvrières et moyennes. Certes, cette crainte d'un retour du passé est également partiellement perçue par les politiciens. Indalecio Prieto soulève la question rhétorique suivante. Avons-nous mené une guerre pour refaire les mêmes erreurs ? Néanmoins, les indices s'accumulent au fil du roman, selon lesquels ceux qui souffrent le plus du manque d'une rupture nette avec le franquisme, ce sont les plus pauvres. Ainsi, la mère de Alejo, un des personnages principaux, déplore la pauvreté et la malnutrition de la classe ouvrière, imputant ces dysfonctionnements au gouvernement républicain. Ce que je dis, c'est que la guerre est terminée et que nous sommes revenus à notre point de départ. Malgré le succès militaire du gouvernement, la campagne subsiste sous l'emprise de la stagnation économique, de sorte que la victoire guerrière est interprétée paradoxalement comme une défaite pour les plus pauvres. Aussi, Alejo constate-t-il lors d'un voyage à la petite ville rurale de Medina del Campo, « Les arômes de la victoire encore frais à Madrid n'ont pas porté leurs fruits dans ces terres. Il ne restait que la pourriture, la terreur et la misère. C'était le grand désert des perdants. » Comment classifier cette diatribe contre un gouvernement corrompu qui s'abstient de toute tentative d'empêcher la répétition des vieux problèmes ? Dans sa critique du roman, Janet Diaz considère cette invective comme du cynisme politique, tandis que William Riley fournit à son tour une analyse beaucoup plus pertinente. Ainsi, par son avertissement uchronique d'une récurrence des problématiques du passé, En el día de hoy devient à la fois un roman à clé, souvent ironique, et un roman national qui se débat avec l'éternel problème de l'Espagne, un peu dans la tradition de Quevedo, Lara, Galdós et la génération de 1898. En effet, en partant de l'affirmation que la haine a été généreusement semée dans notre pays, le roman dresse un tableau sombre de la société espagnole qui est vouée à l'anarchie et à la violence réciproque. Il est pour cette raison que le ministre de l'Intérieur, Julián Zugazagoita, porte le jugement suivant sur ses concitoyens. Il semble que notre destin soit de nous entretuer. Une fragile étincelle allume rapidement des flambées de haine. Il a toujours été ainsi. L'image d'un cycle éternel d'assassinats réciproques n'est pas sans rappeler d'un côté la théorie de Girard et d'un autre l'expression bellum omnium contra omnes, employée entre autres par Thomas Hobbes dans ses ouvrages principaux tels que Léviathan, pour décrire l'état de nature dont l'anarchie justifie la délégation des droits de nature en faveur d'un souverain absolu. Dans le contexte espagnol des années 1970, par contre, l'image d'un combat sans fin illustre le déterminisme désabusé de Trombado.
Vu cette attitude fataliste, ainsi que la focalisation du roman sur les éternels perdants, il s'avère donc discutable d'attribuer à Enedi Adeoye un simple cynisme politique. Par contre, le fait que même un scénario historique contrefactuel aboutirait aux mêmes problèmes sociopolitiques témoigne d'un profond pessimisme historique. Cette notion fut développée entre autres par Arthur Schopenhauer, dont la conception du passé peut être résumée de la manière suivante. L'histoire est dépouillée de son caractère essentiel de devenir porteur du changement. Dans la mesure où elle prétend toujours raconter quelque chose de nouveau, elle est, du point de vue de Schopenhauer, mensongère. Si l'histoire est donc incapable d'engendrer du véritable changement, il s'ensuit que la réécriture de l'histoire doit mener au même résultat. Après tout, selon Schopenhauer, les événements s'avèrent, pour la volonté et la perception individuelle, des configurations de la sempiternelle même chose. En effet, le contenu essentiel est partout le même. Ce paradigme est réitéré par Friedrich Nietzsche et transformé au XXe siècle sous la forme du pessimisme historique messianique de Walter Benjamin, dont la conception de l'histoire est marquée d'une fatalité mythique. Un déterminisme semblable est partagé par Gottfried Benn, qui considère l'histoire comme une répétition éternelle des mêmes événements. Les pauvres veulent toujours monter et les riches ne veulent pas descendre. Cette attitude déterministe se manifeste dans Enedi Adeoye dans la mesure où la victoire militaire des républicains n'engendre aucune amélioration de la misère des plus pauvres. Ainsi, l'affirmation de Alejo, qui dit « mais l'important était de gagner », alors la guerre, est désavouée par un paysan pauvre qui expose en lui répondant son fatalisme évoquant celui de Gottfried Benn. Le gouvernement n'est ni plus ni moins qu'une bande de gros bras qui jettent tout à la poubelle. Que finalement la patrie, c'est eux ou d'autres comme eux, allez pareil, ça n'a pas d'importance. Et n'importe s'ils gagnent ou perdent, celui qui perd toujours, c'est toi. Turbado transpose donc le pessimisme historique duquel il est imprégné dans un scénario historique contrefactuel qui illustre l'incapacité des classes ouvrières de changer le cours de l'histoire sous un gouvernement méconnaissant le danger qui s'ensuit d'une rupture politique manquée. Pour illustrer la validité de cette hypothèse uchronique, Turbado met en exergue le destin des plus pauvres, notamment des femmes en marge de la société qui doivent se prostituer afin d'assurer leur survie. Parmi elles se distingue le personnage de Simplicia, une jeune prostituée qui a été interprétée par Francisco López Arias comme la solution personnifiée face aux problèmes soulevés dans le roman, comme une allégorie qui montre le chemin de l'avenir pour la jeune démocratie. Il est à noter que Simplicia ne succombe effectivement pas au pessimisme historique dont Enedi Adeoye est ailleurs empreint. Cependant, contrairement à l'hypothèse de López Arias, son attitude l'attitude de Simplicia envers le passé ne peut pas se considérer comme un remède à ce rapport problématique avec l'histoire. Ainsi, elle met en avant la question rhétorique suivante, et c'est inclus dans le titre de l'intervention. Pourquoi devrions-nous nous inquiéter du passé ? Allez, tout est fini maintenant. Par rapport à cette situation, López Arias présente une interprétation pour le moins contestable. Il est temps d'oublier le passé et d'entamer un processus de réconciliation nationale à travers la réforme du système politique. Cette idée est explorée par le biais de la vie amoureuse de Simplicia, une allégorie qui sert précisément à montrer le chemin à parcourir pour parvenir à ce rapprochement national. Or, l'intrigue du roman démontre que l'attitude de Simplicia, qui recommande de se détourner du passé et d'initier un nouvel avenir sans tirer les leçons de l'histoire, aboutit inévitablement à la misère collective et à une crise de mémoire au sens de Richard Tardiman. Personne ne voulait regarder en arrière. López Arias développe sa thèse contestable en postulant que la série d'amants que Simplicia entretient au cours du roman symbolise la voie vers le futur idéal pour la nation. Effectivement, son premier amant, Aniceto, est un fasciste avec qui Simplicia a une relation on-off.
Alors que l'analyse correspondante de López Arias n'est pas tout à fait invalide, il interprète cette relation intermittente comme la métaphore des degrés variables du soutien au régime parmi les Espagnols. Son constat par rapport à Dino Salvatori, le dernier amant de Simplicia, doit être remis en question. Il s'agit là d'un espion italien fasciste qui contribue par ses tactiques subversives à déstabiliser le régime républicain, voire organiser un attentat lors duquel meurt la Passionaria. Ses avances envers Simplicia échouent au début, mais lorsqu'il change soudainement de camp pour espionner maintenant les fascistes italiens au service du gouvernement républicain espagnol, la protagoniste cède à ces tentatives de rapprochement incessantes. López Arias lit cette tournure étonnante qui est située dans l'avant-dernier chapitre du roman comme suit. Le transfert des traits positifs du personnage vers la solution réformiste et l'allégorie du peuple espagnol soutenant une voie de réforme vers la démocratie comme la meilleure option constitue la dimension politique de ce roman en particulier et de l'histoire alternative dans son ensemble. Or, il est douteux d'attribuer ce changement d'avis invraisemblable de Salvatori à une véritable conversion politique, puisque le roman s'achève peu après et que Salvatori maintient jusqu'à la fin sa pratique du mensonge. Ainsi, il cache à Simplicia qu'il était le cerveau de l'attentat, incorporant donc la séduction durable de la doctrine fasciste dissimulée. Par conséquent, il est invalide d'interpréter Simplicia comme le remède au dysfonctionnement du passé national bouleversé, inspirant le pessimisme historique, puisque son indifférence affichée envers l'histoire, ainsi que son amour aveugle pour un espion fasciste impossible à décrypter, font qu'elle ne peut pas être considérée comme une allégorie idéalisée montrant le chemin de l'avenir national. Oui, je vais terminer. Aussi peut-on noter en fin de compte que la réécriture contrefactuelle, ça tombe bien, de l'histoire nationale espagnole sert à démontrer à quel point le passé franquiste fait de l'ombre à la jeune démocratie d'une transition perçue comme instable et vouée à l'échec. Le titre du roman, El día de hoy, renvoie d'un côté au discours historique de Franco et ainsi aux similarités entre les factions fascistes et républicaines, de l'autre, la proéminente position du mot « hoy », c'est-à-dire « aujourd'hui », ainsi que son accumulation frappante dans l'incipit du roman, souligne le rapport étroit entre le scénario uchronique et le présent réel de l'Espagne de la transition. Empreint du pessimisme historique à la Schopenhauer-Eben, Turbado dresse un tableau fataliste dans lequel la peur d'une nouvelle alliance entre la monarchie et la faction fasciste, ainsi que la clémence excessive envers les phalangistes, engendre la crainte d'un retour du passé guerrier. Finalement, il ne serait peut-être pas tout à fait aberrant de lire le roman comme une prémonition du coup d'État du 23 février 1981. Je vous remercie de votre attention. Merci Patrick donc pour cette communication qui aborde cette question de la mémoire passée recomposée à travers une perspective différente à celle de l'Uchronie. Donc nous y reviendrons. Nous avons pris du retard, mais je pense que les organisatrices nous laissent un temps pour le débat. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai eu des oui, hein, vraiment. Donc, oui, on peut prendre un quart d'heure. Un quart d'heure, voilà. Pas de problème, voir un peu plus. Ok. Et donc, est-ce que vous avez des questions sur ces trois interventions? Oui, merci. Alors, en fait, j'ai deux questions. Enfin, j'en ai une pour Patrick et une pour Nicolas. Alors, c'est une question un petit peu basique, hein, parce que, en plus, moi, je ne connais ni ce roman, ni je ne suis pas spécialiste de l'Espagne. Mais est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, déjà sur l'auteur, en fait, quel était notamment je ne sais pas quel âge il avait, et par rapport aussi à son expérience éventuellement du franquisme, et aussi sur, je ne sais pas si vous avez des éléments sur la réception de ce roman. Est-ce que ça a été beaucoup lu à l'époque ou plus tard, etc. Ça aurait été... je vous laisse répondre et puis je poserai ensuite la question. Ok. Alors, merci bien de la question. Les deux questions, dont la première est un peu difficile pour moi, parce que là, je n'ai pas fait beaucoup de recherches, mais il me semble qu'il soit d'origine... alors,
qu'il est journaliste au début. Il n'a pas beaucoup publié au niveau littéraire, mais plutôt au niveau journaliste. Et en ce qui concerne ces expériences du franquisme, là, il faudrait absolument poursuivre cette piste. Là, j'en sais pas beaucoup, franchement. Il y a on le voit encore, il y a très peu de sources au sujet de ce roman-là. Donc, c'est un peu... voilà. Ça me mène à votre deuxième question. Oui, le roman a fameusement gagné le Premio Planeta, c'est-à-dire un prix qu'on affirme à cette époque le deuxième prix le plus prestigieux en Espagne après le prix Nobel. Mais la réception du roman n'a pas vraiment atteint les masses, disons-le comme ça. Alors, il n'avait pas de véritable impact dans le public littéraire d'Espagne. Et en fait, alors le scénario uchronique, il est très attrayant, il est très saisissable, mais après cela, le roman n'a pas vraiment de... Comment dis-je alors, il ne comble pas les promesses qu'il fait au début. Donc, c'est peut-être pour cela que la popularité est vraiment très négligeable, disons-le comme ça. Et est-ce qu'on peut imaginer aussi que c'est parce qu'il porte même si c'est une chronique, il réécrit l'histoire, il porte quand même une critique assez forte sur la Deuxième République. Est-ce que c'est un moment où justement on ne cherche pas à réhabiliter cette période et donc cette critique, elle porte préjudice aussi peut-être à la façon dont cette œuvre est reçue dans le public? Est-ce que ce n'est pas une hypothèse qu'on peut aussi émettre? Oui, tout à fait. Alors, il dit la manière dont tout cela a été redressé au niveau démocratique, ça, c'est pas le chemin à parcourir. Alors là, si on voulait se poser la question, qu'est-ce que Torbado recommande pour l'avenir, là, il ne fournit aucune réponse. Et c'est pour cela que je retourne aussi fréquemment à cette notion du pessimisme ou ce fatalisme, parce que, en fait, c'est tout voué à l'échec. Oui, en même temps, Hassan avait lui aussi ce pessimisme, et pourtant, il a été instrumentalisé bien plus que l'œuvre. Enfin, je ne sais pas quelle est la... Athania, lui, c'est une figure très tragique dans le roman, puisqu'il démissionne avant que l'intrigue soit entamée. Et Athania, alors, tous les politiciens réels qui peuplent ce roman, il y en a très beaucoup, sont dépeints d'une manière très faible. Ils sont vraiment déconstruits, alors ridiculisés. J'ai parlé de l'ironie, ou j'ai cité l'ironie. Donc, alors les politiciens, ce sont des figures tragiques, je dirais. Leurs espoirs sont futiles. Oui, c'était pour Nicolas. Ah oui, parce qu'il n'a pas de micro. C'est vrai. Oui, déjà juste un commentaire. Il me semble que l'instrumentalisation de Brandt, elle n'est pas limitée à ce cas. Je crois aussi qu'ils ont repris déjà pendant qu'il y a eu les élections dans les nouveaux, pardon, je vais parler en français, dans les nouveaux Länder, où ils ont réutilisé son slogan « Oser plus de démocratie » de 1969. Et ça avait déjà justement provoqué la colère, donc ça devait être en 2019 déjà, 2018, du SPD, en disant qu'il manipulait aussi bien sûr la figure de Brandt, voilà, qui est complètement effectivement en décontextualisant tout ça. En fait, c'était ma question, parce que là, je ne sais pas si, comme tu as dû peut-être un peu réduire, tu as parlé de l'AfD. Tu as cité après que les prises de position de l'AfD dans les débats sur le Covid. Est-ce que quand même est-ce que justement de l'autre côté, enfin des autres partis, ils font référence eux à 68, enfin au débat aux lois des années 60, et que voilà, ils s'attachent aussi à quand même à contrecarrer ce discours qui effectivement occulte ça et quand même assez osé, parce que
l'extrême droite qui dit attention à l'article 48, c'est quand même assez risible. Dans le genre contre-historique, on fait difficilement mieux. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de limite dans la décontextualisation et le retournement. Merci beaucoup pour ta remarque et ta question, Nathalie. Donc effectivement, aussi, en fait, cette pratique, cette réutilisation aussi de Willy Brandt, je trouve qu'elle va vraiment dans le sens d'une introduction et d'un saisissement de certaines valeurs qu'on pervertit. Et je pense aussi notamment à ce qui s'est produit avec l'AfD lorsqu'elle est entrée au Parlement de Bade-Wurtemberg, où il y a eu des articles qui ont été rédigés pour décrire le chaos qui régnait désormais dans le Parlement régional, pour montrer que, en fait, on s'intègre dans les structures démocratiques pour les pervertir et les tourner en ridicule. Et pour ce qui est donc de l'usage de cette référence donc au terme de Notstand, à la Notstandsgesetzgebung, alors donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les procès-verbaux et à chaque fois j'ai regardé est-ce qu'on parlait de Notstand. Donc dans la phase initiale, il n'y a que l'AfD qui en parle. Je dirais vers la fin de la période, on voit le terme chez certains députés de la CDU, mais je dirais que c'est pas une référence en fait qui va de soi. C'est d'abord une référence en réaction à ce que l'AfD a pu dire. Mais c'est vraiment l'AfD qui impose cette thématique-là, parce que les autres partis ne la considèrent pas comme allant de soi. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, donc là, j'ai pas pu le développer, c'est ce que présente Beatrix von Storch en mai 2020. Elle dit « On ne peut pas déclarer l'état d'urgence. L'état d'urgence, c'est une guerre. La pandémie n'est pas une guerre. » Mais quand elle cite aussi cela, elle se réfère à une compréhension des lois d'urgence sous Weimar. Elle ne prend pas en compte le cas de la catastrophe naturelle, qui pourtant est bien dans la loi de 68. Donc on a vraiment... donc soit c'est de l'incompétence, ce qui n'est pas forcément à exclure avec von Storch, mais aussi une volonté aussi de pervertir aussi ces lois et de les ignorer aussi, de faire comme si finalement la démocratie parlementaire n'avait pas eu ses succès aussi. On fait comme si on n'avait pas eu de débat, pas de loi qui avait abouti à ce niveau-là. Et juste, c'est juste un commentaire aussi qui me fait penser à ce qu'on a entendu ce matin avec Marc Philippe. Tu as dit à un moment, oui, le terme Notstand, en fait, on ne peut pas le comprendre hors de son histoire, en fait. Et c'est vrai, en fait, si on revenait au concept qu'on ne peut pas définir, justement, de Nietzsche, parce qu'il y a tellement d'histoires derrière que, voilà, indépendamment de ça, ce n'est pas possible. Et or, justement, un des problèmes, c'est la décontextualisation systématique qui est faite et qu'on voit voilà, partout. Ou alors, on crée, par contre, des nouveaux, aussi des nouveaux mots. Et donc, ce qui pose un vrai problème, puisqu'on parle de choses voilà, en utilisant des mots, mais en manipulant tout le contenu derrière. Voilà. Justement, l'histoire des mots, il y a Notstand, donc l'état d'urgence, qui est connoté historiquement très fort. Mais j'ai vu sur une de tes fiches, tu as affiché aussi la réponse d'un ministre, il parle d'un Ausnahmezustand. Donc là, en fait, qui est traduit de la même manière, j'en ai parlé à Fritz, on ne peut pas traduire autrement que l'état d'urgence, mais oui, l'état d'exception, c'est-à-dire visiblement, on joue sur les deux mots. Et ça, ce n'est pas connoté d'une manière aussi fortement que Notstand. Ah, si, quand même, parce que Ausnahmezustand, c'est connoté Carl Schmitt. Oui, je dirais que c'est quand même assez lourdement connoté. Ausnahmezustand renvoie plus directement encore à Weimar, peut-être aussi, je dirais. Et aussi, du coup, ça me pose un problème aussi de la traduction, aussi dans la manière de dire Notstand, comment est-ce que je peux traduire ce terme, effectivement, parce qu'on a des notions qui sont différentes, mais qui, dans l'intention, restent quand même assez proches aussi. Mais Ausnahmezustand, ça fait quand même... si on pense voilà, quel auteur on associe à l'Ausnahmezustand, on va ressortir Carl Schmitt et sa défense justement aussi du rôle du président sous Weimar. Donc c'est quand même aussi... mais je ne suis pas toujours sûre que justement les politiques, et pas seulement Beatrix von Storch, savent toujours... certaines fois, c'est très conscient, ils savent très bien qu'ils manipulent, mais parfois, je ne suis pas sûre que quand ils disent Ausnahmezustand, voilà, ils savent toujours tout ce qu'il peut y avoir derrière. Hein. Il y a beaucoup d'arrière-pensée et il y a beaucoup d'implicites, mais parfois, je ne suis pas sûre qu'ils soient toujours conscients. En fait,
pas toujours. Il y a des cas où c'est vraiment, mais là, je suis pas toujours sûre. Je pense qu'il y a aussi, on utilise le mot intrinsèquement. Là, il n'y a pas cette connotation forcément. Par exemple, quand on parle de Klimanotstand ou de Bildungsnotstand ou de Pflegenotstand, donc dans le domaine de l'éducation, du climat ou du personnel de santé, on n'a pas forcément cette connotation-là. Là, c'était vraiment le terme de Notstand seul qui m'intéressait, parce qu'on voit justement aussi qu'on dévie très rapidement aussi de cette connotation historique du terme. C'est implicite. Est-ce qu'elle a réagi? Parce que Michel avait mis en avant le fait qu'il y a l'utilisation du néologisme et qu'à côté se développe toute une stratégie de communication sur les réseaux sociaux, les manifestations. Est-ce qu'en Allemagne, il y a eu aussi ce parallèle entre donc, la réutilisation, instrumentalisation de ces termes? Est-ce que ça a été suivi aussi d'une autre stratégie? Est-ce qu'on peut aussi faire le parallèle à ce niveau-là? Alors, on a eu aussi un mouvement qui est le mouvement des Querdenker, aussi, qui a eu lieu donc, à la fin de l'été... c'était l'été 2020, donc l'été 2020 qui justement aussi a essayé de réutiliser ces symboles de la démocratie, avec notamment une tentative d'occupation du bâtiment du Bundestag, donc le Reichstagsgebäude, avec aussi la réutilisation de symboles du drapeau de l'Empire, notamment aussi avec une perversion. C'est un détournement vraiment de ces références démocratiques historiques pour imposer ce discours. Et aussi d'ailleurs les références qui sont faites en novembre en novembre de 2020 aussi, il me semble qu'elles sont aussi à replacer dans ce contexte-là. On cherche aussi à envoyer des signaux à ces personnes qui se situent en marge du système parlementaire pour leur montrer aussi qu'ils ont leurs représentants par le biais de l'AfD aussi au Parlement. Il y a eu aussi dans les manifestations justement des Querdenker la récupération d'une figure de la résistance au nazisme, Sophie Scholl, de la Rose Blanche. Voilà, donc les manifestants qui s'identifiaient aux résistants. Donc vous voyez, là, on est dans la... voilà.